Ils m'ont utilisé pour payer et construire tout pour les 15 ans de ma nièce. Mais ils m'ont dit que c'était seulement pour la famille et les parrains importants. Je n'ai pas discuté, j'ai simplement retiré mon argent et mes créations quelques heures avant. L'effondrement a été légendaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche. Pour ne manquer aucune de nos histoires. Ton soutien signifie tout pour nous. Si tu trouves cette histoire intéressante, laisse un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu viens. Dis-nous le nom de ta ville dans les commentaires. Maintenant, commençons l'histoire. Je m'appelle Isidro et j'ai 42 ans. Si ma vie était un morceau de bois, la plupart des gens diraient que c'est une poutre solide, fiable. Peut-être un peu grossière de l'extérieur, mais capable de supporter n'importe quel poids sans se plaindre. Je suis menuisier. Pas du genre à assembler des meubles préfabriqués en mélamine en série. Mais de ceux qui croient encore que le bois a une âme. Une histoire chuchotée dans ses veines. Et qu'avec de la patience et les bons outils, on peut le faire chanter. Mon atelier est mon sanctuaire. Il sent une symphonie de cèdre, de vin et l'odeur la plus profonde et terreuse du mesquite. Ça sent le vernis, l'huile de lin, et le café noir et amer qui m'accompagnent depuis l'aube. C'est le parfum du but, de la création. Mes mains ne sont pas douces. Elles sont couvertes de cales, de petites cicatrices. Et de la poussière fine et permanente du bois. Elles racontent l'histoire de ma vie mieux que mes propres mots. Et cette histoire a été en grande partie celle d'être le pilier silencieux de ma famille, le réparateur. Depuis que je suis petit, mon téléphone est le premier à sonner quand une crise, grande ou petite, apparaît. L'Isidro, la tuyauterie de l'évier a cassé, il y a de l'eau partout dans la cuisine. Isidro, tu peux venir voir ma voiture? Elle fait un bruit bizarre et le mécano veut me faire payer une fortune. Isidro, il nous manque un peu pour compléter le loyer ce mois-ci, tu peux nous aider? Et moi, je viens toujours. Je répare la tuyauterie, je passe le week-end sous la voiture, je complète le loyer. Sans poser de questions, sans faire de compte. Sans attendre un merci qui arrive rarement aussi vite que la demande. C'est l'impôt invisible que je paie pour appartenir. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit pendant plus de 20 ans pour pouvoir dormir la nuit. La vérité, c'est que je n'ai jamais été bon pour construire une vie pour moi. Il y a eu une femme, Elena, il y a longtemps. Une promesse d'un avenir ensemble, de rire dans une maison que nous construirions à deux. Un futur qui s'est dissous comme du sucre sous la pluie. Me laissant avec un cœur brisé. J'ai fermé cette porte à clé et sans m'en rendre compte. Je crois que j'ai jeté la clé. Je ne me suis pas marié. Je n'ai pas eu d'enfant. Mon atelier est devenu mon refuge. Et ma famille, mon seul projet à long terme. Et dans ce projet, la pièce centrale, mon œuvre maîtresse. La poutre qui soutenait mon propre toit émotionnel. A toujours été elle, ma nièce Simona. Depuis qu'elle est née, fille de ma petite sœur Lorena. J'ai mis en elle tout l'amour paternel que je ne savais pas où placer. Elle était une lumière brillante dans mon monde souvent solitaire et plein de sueur. Je lui ai appris à faire du vélo au parc. Je l'ai aidé avec ses équations de maths qui lui donnaient mal à la tête. Et j'ai écouté avec une patience infinie ses rêves d'enfant. Qui changeait chaque semaine, être astronaute, puis vétérinaire. La promesse de sa fête de 15 ans est devenue notre rêve partagé. Pour moi, ce n'était pas juste une fête. C'était la matérialisation de tout mon amour pour elle. L'événement qui marquerait son passage de fille à femme. Et je voulais que ce soit parfait. Un conte de fées sculpté dans la réalité. C'est pour ça que, quand Lorena et son mari Ricardo ont commencé à organiser la fête, je me suis proposé, non seulement comme invité, mais comme pilier fondamental. Frérot, la salle El Mirador est absolument magnifique, mais elle coûte une fortune. M'a dit Lorena, avec cette voix douce et chantante qu'elle utilise stratégiquement quand elle veut quelque chose d'important. Sans ton aide, on n'y arrivera pas. C'est pour Simona, pour qu'elle ait le jour qu'elle mérite. Et moi, comme toujours, le rêveur qui construit pour les autres. J'ai dit oui sans réfléchir. J'ai payé une grande partie de la compte directement à mon ami d'enfance Fernando. Le propriétaire du lieu. Mais ma vraie contribution n'était pas dans mon portefeuille. Elle était dans mes mains, dans mon temps, dans mon âme. Pendant des mois, après de longues journées de travail, je m'enfermais dans mon atelier jusqu'à l'aube. Je construisais son cadeau.
Une grande arche en bois de mesquite de plus de 2 mètres de haut. Sculptée à la main avec des lianes et des colibris, les oiseaux préférés de Simona. Chaque colibri semblait suspendu en plein vol. Avec un niveau de détail qui m'a coûté des semaines de travail minutieux. Et avec l'arche, j'ai aussi fabriqué 15 centres de table uniques. Chacun représentant une année de sa vie. Le premier, c'était un hochet en bois poli. Le 5e, un cerf-volant prêt à voler. Le 10e, un livre ouvert. Et le 15e, un papillon délicat avec les ailes déployées. Prêt à s'envoler. À chaque copeau qui tombait au sol, à chaque trait que je sculptais avec mon burin. Je ne pensais pas à la fatigue. Je pensais à son visage quand elle verrait ça. Je sentais que je construisais le château qu'elle méritait. Cette arche, ce n'était pas juste du bois et des vis. C'était une promesse. C'était l'étreinte qu'il accueillerait dans sa nouvelle vie. Une étreinte que je ne pourrais peut-être jamais lui donner autrement. C'était ma façon de lui dire « je t'aime » dans le seul langage que je maîtrise parfaitement. Je ne savais pas que, pendant que je construisais un rêve pour elle, ma propre famille creusait un trou pour moi. Un trou profond et sombre duquel il serait difficile de sortir. Ma relation avec ma sœur Lorena a toujours été compliquée. Elle a 4 ans de moins que moi. Mais dans la dynamique familiale, on dirait que c'est elle l'héritière du trône. Elle a grandi comme la princesse de la maison. La chouchoute de maman. Habituée à ce que ses désirs deviennent des ordres. Et ses caprices des besoins urgents. Moi, j'étais le grand frère. Le pratique, le responsable. Celui qui règle les problèmes. Avec les années, cette dynamique ne s'est pas adoucie. Elle s'est renforcée. Elle s'est figée. Elle s'est mariée avec Ricardo. Un homme dont le seul vrai talent semblait être de toujours être d'accord avec tout ce que Lorena disait. Surtout si ça l'arrangeait. Son ambition était aussi grande qu'un immeuble. Mais ses fondations étaient en paille. Les demandes de faveur étaient quotidiennes. Toujours présentées avec un langage affectueux familial. Qui les rendait difficiles à refuser. Frérot, toi qui es si doué pour ça, tu pourrais réparer l'électricité dans la chambre du bébé. L'électricien nous demande une fortune. L'Isidro, un petit service, sois gentil, tu nous prêtes ta camionnette ce week-end pour le déménagement? La tienne supporte tout. Et moi, avec ma volonté de garder la paix. De me sentir utile, nécessaire? De mériter ma place à table dans la famille. Je disais toujours oui. Quelques semaines avant la fête. Pendant que je faisais les dernières finitions d'un des centres de table. Celui qui représentait son premier jour d'école avec un petit crayon sculpté. Mon cousin Damian est passé à l'atelier. Damian est ce qui se rapproche le plus d'un frère pour moi. Il est franc, direct, parfois brutal. Mais sa loyauté est aussi solide et fiable que du bois de chêne. Il a vu l'argent que j'avais mis de côté dans une enveloppe. Pour le prochain paiement de la salle de fête. Il a secoué lentement la tête. Et poussé un long soupir fatigué. Comme s'il portait sur lui des douzaines d'avertissements qu'il m'avait déjà donnés. Mon cousin. A-t-il commencé en s'appuyant sur mon établi. Sa voix basse et grave. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, comme d'habitude. Mais je vais te le redire encore une fois. Tu sais comment ils sont. Ils vont te presser jusqu'au dernier centime. Jusqu'à la dernière goutte de sueur. Ils vont utiliser ton talent, ton temps et ton argent pour faire leur grand spectacle. Et quand les lumières s'éteindront et qu'ils n'auront plus besoin de toi, ils te mettront de côté. Il a fait un geste de la main comme pour chasser une mouche. Ils vont te traiter comme un outil qu'on remet dans la boîte. Ça m'a fait mal, parce que, au fond, je savais qu'il avait raison. Je me suis souvenu de mon 30e anniversaire. Quand ils avaient organisé un voyage à la plage. Et oublié de m'inviter. Je l'avais découvert grâce à une photo postée sur Facebook. Ou encore cette fois où Lorena avait emprunté mes outils électriques les plus chers pour une rénovation. Et ne me les avait jamais rendus. Disant qu'ils avaient été perdus pendant les travaux. Mais j'ai secoué la tête. Forçant un sourire que je ne ressentais pas. La vérité qu'il disait me piquait. Comme une écharde profondément enfoncée sous l'ongle. Cette fois, c'est différent, Damian. C'est vraiment pour Simona. Je lui ai dit ça, comme si j'essayais de me convaincre moi-même. Pour elle, ça vaut le coup de prendre le risque. Le mensonge avait le goût de sueur dans ma bouche.
Damien m'a seulement regardé. Pas avec pitié. Mais avec une profonde tristesse. C'est ce que tu dis toujours, Isidro. Et c'est toujours toi qui prends le risque. Mais la récompense, c'est toujours eux qui la reçoivent. Il est parti, me laissant seul avec l'écho de ses paroles. Et le bruit creux de mon propre déni. Quelques jours plus tard, j'ai parlé au téléphone avec Lorena. Je lui demandais si elle avait encore besoin d'aide pour quelque chose. Sa réponse était un parfait exemple de son manque total de considération. Oh, frérot, tout va bien. Au fait, tu crois que tu pourrais nous fabriquer des étagères en bois pour le salon? J'en ai vu dans un magazine super cher. Mais je suis sûr que toi, tu peux les faire en 2 temps 3 mouvements. Elle l'a dit avec une telle facilité. Sans penser une seule seconde que j'étais déjà en train d'investir tout mon temps libre. Dans le cadeau pour sa fille. Lorena demandait rarement des nouvelles de l'avancée de mon travail. Et quand elle le faisait, c'était avec une indifférence glaciale qui me gelait les os. Oh, que c'est joli ce que tu fais, frérot. Je savais que tu étais la bonne personne pour ça. On économise une fortune grâce à toi. Elle n'a jamais dit merci. La phrase clé était « on économise ». Mon travail, mon temps, mon talent. N'était pas un acte d'amour pour elle. C'était une ligne dans son budget. Une dépense qu'elle avait réussi à éliminer. J'étais son entrepreneur gratuit. Et chaque fois que j'entendais cette phrase, je sentais une nouvelle fissure apparaître. Fine mais profonde. Dans la façade de la famille heureuse que je m'efforçais tant de maintenir. J'ai continué à travailler. En me disant que je le faisais pour Simona. Juste pour Simona. C'était le prix à payer pour appartenir. Un prix qui, sans que je le sache, était sur le point de devenir impossible à payer. Un jour avant le dîner familial de planification finale. Le destin, ou peut-être l'instinct d'un cœur pur, a voulu me donner un dernier moment de chaleur avant le grand froid. Simona est arrivée à mon atelier. Elle est venue en cachette. Sans que ses parents le sachent. Avec son sac d'école encore sur le dos. Ses yeux se sont écarquillés en voyant l'arche monumentale. Appuyée contre le mur. Déjà avec sa dernière couche de vernis protecteur qui lui donnait un bel éclat satiné. Tonton. A-t-elle chuchoté, la bouche entr'ouverte par l'étonnement. Elle a posé son sac par terre. Et s'est approchée lentement. Comme si elle entrait dans un lieu sacré. Elle a touché du bout des doigts les colibris sculptés. Suspendus en plein vol. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. On dirait un rêve. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Toute la fatigue accumulée. Tous les doutes que Damien avait semés en moi. Ont disparu en une seule phrase. La fatigue s'est évaporée. Remplacée par une vague d'affection pure et écrasante. C'est pour toi, ma reine. Lui ai-je dit, la voix un peu rauque. Pour que tu entres dans ta fête comme la princesse que tu es. Elle s'est retournée et m'a serré dans ses bras. Avec une force qui m'a surpris. Une étreinte sincère, pleine de gratitude. Puis, elle a sorti une petite boîte en carton de sa poche. Moi aussi j'ai un cadeau pour toi. Je l'ai ouverte avec soin. À l'intérieur, il y avait un porte-clés en cuir tressé. Un peu maladroit. Clairement fabriqué par des mains débutantes. Avec une petite pièce en bois en forme de marteau suspendu. Je l'ai fait en cours d'art plastique. A-t-elle dit, un peu gênée. C'est pas grand-chose. Mais je voulais te donner quelque chose fait par moi. Pour que ça te porte chance dans ton travail. Merci pour tout, tonton. Pour moi, tu es mon vrai parrain. Ce mot, parrain. Et le poids du petit porte-clés dans ma paume. M'ont frappé avec une émotion si forte. Que j'ai dû cligner des yeux rapidement pour ne pas pleurer. À cet instant, tout valait la peine. Les nuits blanches, le mal de dos, l'argent investi, tout. Le lendemain soir, je suis allé au dîner chez mes parents. L'air sentait le ragoût de ma mère. Et une tension si forte qu'on aurait pu la couper à la scie. Tout le monde était là. Mes parents, ma tante Carmen. La journaliste officielle des potins de famille. Avec ses oreilles en alerte comme des radars. Mon cousin Damien. Qui m'a lancé un regard du genre, tu es sûr de toi. Et bien sûr, Lorena et Ricardo. Qui jouaient les hôtes d'un événement qu'ils n'avaient pourtant pas organisé.
Au début, on parlait de choses banales. Tante Carmen racontait des ragots sur les voisins. Ma mère se plaignait du prix de la tomate. Mon père parlait du match de foot. Tout ça sonnait comme une fausse normalité. Heureux du souvenir de la veille. J'ai sorti mon téléphone pour leur montrer les photos de l'arche. Déjà terminée et installée dans la salle. C'était un travail que j'avais coordonné moi-même avec Fernando ce matin-là. J'ai commencé à parler de la logistique pour l'éclairage spécial que j'avais prévu. Et c'est là que Lorena m'a interrompu. Son fourchette a cogné contre son assiette. Un bruit métallique qui a fait taire tout le monde. Elle a regardé Ricardo, qui lui a fait un petit signe de tête. Comme un général qui donne l'ordre d'attaquer. À propos de ça, Isidro, a-t-elle commencé? Et le ton de sa voix a changé. Il est devenu froid, professionnel. Comme si elle était en réunion de travail. Bon, on a réfléchi. Il y a eu une pause. Une pause horrible. Pleine de ce qui allait arriver. Ma mère a baissé les yeux vers son assiette. Mon père a toussé et s'est tortillé sur sa chaise. On pense que c'est mieux. Que tu viennes seulement à la messe et au repas de famille du midi. A continué Lorena, sans me regarder dans les yeux. En fixant un point vague sur le mur. Pour la fête du soir? Eh bien, l'espace est limité. Le murmure des conversations s'est complètement arrêté. On n'entendait plus que le tic-tac de la vieille horloge de ma mère. Un bruit qui soudain me semblait assourdissant. Je l'ai regardé, confus. Avec un rire nerveux sur le bord des lèvres. Limité? Mais le salon est immense. Il peut accueillir 200 personnes. Et c'est alors que Lorena a levé les yeux vers moi. Et m'a lancé la lame. Ses yeux étaient comme deux éclats de glace. Vides de tout amour. Ce n'est pas une question d'espace, Isidro. C'est que, on veut que la fête ait un certain standing. Il y aura les parrains importants. Les associés de l'entreprise de Ricardo. Des gens bien, tu vois. On veut les remercier comme il faut. Elle a marqué une autre pause. Puis a prononcé les mots que je n'oublierai jamais. Chaque syllabe était comme une braise brûlante. Ta présence ne correspond tout simplement pas à l'atmosphère qu'on cherche. On ne veut pas que tu te sentes à l'écart. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. L'air est devenu épais, impossible à respirer. Le goût du ragoût de ma mère s'est transformé en cendre dans ma bouche. J'ai regardé autour de moi, cherchant un soutien, un regard d'aide. Ricardo hochait la tête avec suffisance. Comme si leur décision était la plus logique du monde. Ma tante Carmen avait les yeux écarquillés. Certainement en train de rédiger dans sa tête le bulletin du scandale familial. Mon père avait l'air de s'être rétréci sur sa chaise. Fasciné par le motif de son assiette. Et ma mère est intervenue. Mais pas pour me défendre. Elle est intervenue pour justifier sa fille. Isidro, s'il te plaît. A-t-elle dit à voix basse, comme si c'était moi le problème. Comprends ta sœur. Elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour sa fille, une fête élégante. Le mieux. Élégante. Donc moi, je n'étais pas le mieux. Je n'étais pas élégant. Mon travail, mon argent, mon amour, oui, ça, c'était bienvenu. Mais ma personne? Moi, le menuisier aux mains calleuses et aux vêtements qui sentent le bois. Je ne collais pas à leur image. Je n'étais pas assez bien pour apparaître sur la photo finale du conte de fées. Que j'avais moi-même construit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Un froid glacial a envahi mon corps. Engourdissant la douleur. J'ai hoché la tête, lentement. Une fois. 2 fois. Je me suis levé de table. J'ai repoussé ma chaise calmement. Sans regarder personne. Je me suis dirigé vers la porte. Et je suis sorti dans la nuit. Laissant derrière moi un silence plus bruyant et plus dévastateur que n'importe quel cri. L'air frais de la nuit ne me faisait rien. À l'intérieur de moi, c'était l'hiver. Un vent glacé soufflait depuis les ruines de ce que j'appelais ma famille. J'ai conduit sans but dans les rues de la ville. Les vitres de la camionnette baissées. Le bruit du trafic, les néons flous. Les visages anonymes sur les trottoirs. Tout semblait faire partie d'un film qui ne me concernait plus. J'étais spectateur de ma propre vie. Regardant le scénario prendre un tournant grotesque et inattendu.
Les mots de Lorena résonnaient dans ma tête comme un écho cruel. Ta présence ne correspond pas à l'atmosphère? Quelle atmosphère? L'atmosphère que j'avais payée. Celle que je décorais avec ma sueur, mes insomnies, et mon âme. À chaque feu rouge, c'était une torture. Les visages de ma famille assise à cette table se projetaient sur mon pare-brise. L'arrogance de Lorena. La suffisance de Ricardo. La lâcheté de mon père. La trahison silencieuse dans les yeux de ma mère. La douleur, d'abord vive et piquante, a commencé à se transformer. Pendant ce trajet sans destination. Je suis passé par toutes les étapes du deuil à 70 km/h. D'abord le déni, c'est pas possible. J'ai du mal comprendre. Puis la colère, une vague brûlante qui m'a fait serrer le volant si fort que mes jointures ont blanchi. Je voulais crier, frapper, faire demi-tour et exiger une explication. Mais, quelle explication pouvait-il donner? Que mon amour avait une valeur en argent. Mais que ma présence était un fardeau social? Et enfin, en tournant dans une rue. En voyant le reflet de mon visage durci dans la vitrine d'un magasin. Est arrivée la dernière étape. Ce n'était pas l'acceptation. C'était quelque chose de plus froid, plus tranchant. Une résolution. Mon amour blessé ne s'est pas brisé. Il s'est figé. Et en se congelant, il est devenu quelque chose de dense, tranchant et lourd. Il s'est transformé en acier. La tristesse s'est solidifiée en détermination. Mon téléphone a vibré. C'était Damien. J'ai répondu. Ma voix sonnait étrange, lointaine. « Ça va, cousin ?» m'a-t-il demandé, sans le moindre ton de « je te l'avais dit ». Juste avec une vraie inquiétude sincère. « Non. » ai-je répondu, avec une honnêteté brutale qui m'a surpris moi-même. Il y a eu un silence. Puis Damien a posé la question essentielle. Celle que personne d'autre dans ma famille n'aurait posée. Pas. « Qu'est-ce que tu vas dire ?» Ni. « Comment tu te sens ?» Mais. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Damien a toujours compris que je suis un homme d'action, pas de mots. Je ne sais pas encore. Ai-je menti? Car à ce moment précis. L'idée, d'abord floue, s'était cristallisée dans mon esprit. Claire. Froide. Logique. Un plan. Un plan qui ne nécessitait ni cris, ni reproches, ni scène dramatique. Un plan basé sur une logique froide et une exécution précise. Je suis avec toi, pour quoi que ce soit. A dit Damien avant de raccrocher. Juste ces mots. Mais c'était la seule chaleur dans ma nuit glaciale. Le seul soutien inconditionnel que même ma mère ne m'avait pas donné. J'ai conduit directement à mon atelier. J'ai allumé les lumières. L'endroit où mon sanctuaire sentait le bois et la solitude. La lumière froide des néons tombait sur l'arche de bois. Non, elle n'était plus là, elle était déjà dans la salle. Mais je la voyais encore dans mon esprit. Hier, c'était une œuvre d'amour. Aujourd'hui, c'était un monument à ma stupidité. La preuve concrète de tout ce que j'étais prêt à donner. Et de ce que je recevais en retour, rien. C'était la cage dorée que j'avais construite moi-même, avec soin. Mais un menuisier ne fait pas que construire. Il sait aussi démonter, défaire. Et parfois, pour sauver le bon bois, il faut enlever les parties pourries. Qui risque de tout contaminer. Je me suis assis sur mon vieux banc de travail. Le porte-clés que Simona m'avait offert serré dans ma main. Son petit cadeau maladroit était plus réel, plus précieux. Que la gigantesque arche décorée. Le plan s'est solidifié. Je n'allais pas chercher la vengeance. La vengeance, c'est un acte de passion. Un feu qui te brûle autant que ta cible. Ce que je voulais, c'était la justice. Ou plutôt, un rééquilibrage. J'allais réclamer ce qui m'appartenait. Pas seulement l'argent. Mais aussi mon travail. Mon temps. Ma dignité. J'allais démonter la fantaisie qu'ils avaient construite sur mes épaules. Et leur laisser la réalité nue, vide. Celle de ce qu'ils sont. Sans moi. Le lendemain matin, je me suis levé avant l'aube. Je n'avais pas dormi. Mais je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais étrangement lucide. Comme si une longue fièvre avait enfin disparu. Laissant place à une clarté froide et absolue. Je me suis préparé un café noir. Plus amer que d'habitude.
Et je me suis assis à la petite table de ma cuisine. Pendant que la ville se réveillait lentement. Je n'étais pas pressé. La patience est l'outil le plus important d'un menuisier. Et j'allais l'utiliser avec la précision d'un maître artisan. À 10 heures pile. Je suis entré dans la salle de réception El Mirador. L'endroit était silencieux. Il sentait les produits de nettoyage. Et l'écho de fête passée. Fernando, mon ami et propriétaire du lieu, m'attendait dans son bureau. Son visage, d'habitude joyeux, montrait une inquiétude sincère. Il s'est levé et m'a serré la main fermement. Damien m'a appelé cette nuit. Il m'a raconté ce qui s'est passé. A-t-il dit en me servant un verre d'eau que je n'avais pas demandé. J'ai pas de mots, Isidro. C'est incroyable. C'est ta famille. C'était ma famille. Ai-je corrigé calmement. Et le poids de ce simple mot, était. A semblé déposer une poussière silencieuse sur la pièce. Fernando, j'ai besoin de ton aide. Je ne veux pas annuler l'événement. Je ne ferai pas ça à Simona. Elle est la seule innocente dans toute cette histoire. Mais je ne vais pas non plus financer le cirque de ma sœur et de mon beau-frère. Je me suis penché sur son bureau. Mes mains à plat sur la surface en bois de caoba poli. L'argent que je t'ai donné, l'acompte et le second paiement. C'était pour le pack premium, non? Le dîner en 3 plats du chef. Les serveurs supplémentaires. Le bar international avec le whisky 18 ans que voulait Ricardo. Le groupe de mariachi de Garibaldi. Fernando a hoché la tête. Ses yeux fixés dans les miens. Commençant à comprendre où je voulais en venir. Oui, c'était le pack diamant, le plus complet qu'on ait. Je veux que tu le dégrades. Ai-je continué, la voix ferme, sans une once d'émotion. Je veux le pack le plus basique que vous proposez. Le bronze. Le minimum vital pour que la salle puisse juste fonctionner. Pas de mariachi. Pas de banquet. Juste quelques canapés simples. Les moins chers que tu as dans ta cuisine. Pas de bar libre. Juste des sodas sans marquer de l'eau de Jamaïque. Pas de DJ connu. Juste la musique d'ambiance que vous passez le mardi après-midi. Je veux que la salle soit ouverte, oui. Mais je veux qu'elle soit vide de tout le luxe qu'ils pensaient acquis. Je veux qu'ils ressentent ce vide. Qu'ils sentent l'absence de ce qu'ils ont méprisé. Fernando m'a regardé un moment. Traitant dans sa tête la portée de ma demande. Puis un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Un sourire de complicité, de justice poétique. Isidro, t'es un génie, mec? A-t-il dit avec un petit rire. Il s'est tourné vers son ordinateur. Il a tapé pendant quelques minutes. Ses doigts bougeant avec efficacité. Il a imprimé un nouveau contrat et un reçu de remboursement. La différence est énorme. A-t-il dit en me tendant une enveloppe bien remplie. La voilà. Personne n'a besoin de savoir que tu es venu ici. Officiellement, c'est ta sœur qui a réservé ce pack basique dès le départ. Mon personnel est discret. Si on leur demande, on dira qu'il y a eu une confusion dans leur demande initiale. J'ai serré l'enveloppe. Elle paraissait lourde. Pas à cause de l'argent. Mais à cause du poids de cette décision. C'était le point de non-retour. Merci, Fernando. Ai-je dit, avec une immense gratitude dans la voix. Une dernière chose. Mes créations. L'arche et les centres de table. Ils sont déjà dans la salle. Je dois les récupérer ce soir. Pas de problème. A-t-il répondu sans hésiter. Après 23 heures, quand le personnel de ménage sera parti. La porte de service à l'arrière sera ouverte. Je t'attendrai en personne. Cette nuit-là, sous le manteau d'une obscurité sans lune. Damien et moi sommes arrivés à la salle dans ma vieille camionnette de travail. Fernando nous attendait près de la porte de service. Comme il l'avait promis. L'opération a été silencieuse, solennelle. Presque comme un rituel funéraire. Nous n'avons pas parlé. Il n'y avait rien à dire. Nous sommes entrés dans la grande salle, maintenant sombre et vide. L'écho de nos pas était le seul bruit. Là, il y avait l'arche. Majestueuse, même dans la pénombre. Et sur les tables couvertes de nappes blanches. Les 15 centres de table. Chacun était un chapitre de la vie de Simona. Avec un soin infini le même que j'avais mis à les construire.
Nous avons démonté l'arche pièce par pièce. Et l'avons enveloppée dans des couvertures. Puis, un par un, nous avons récupéré les centres de table. Quand j'ai posé la dernière pièce dans la camionnette, le papillon prêt à s'envoler, j'ai ressenti une étrange sensation de paix. Ce n'était pas de la joie. C'était une libération. Comme si je retirais un poids que je ne savais même pas que je portais. Nous avons conduit jusqu'à mon atelier, en silence. Les rues étaient désertes. « Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent ?» m'a demandé Damien en brisant le silence. Alors que nous déchargions la dernière pièce. J'ai sorti une partie de l'enveloppe et la lui ai donnée. « Ça, c'est pour toi. Pour ton aide, ton essence. Et pour m'avoir supporté toutes ces années. » Il a protesté. Mais j'ai insisté jusqu'à ce qu'il accepte. J'ai gardé une autre partie dans mon portefeuille. Et ça, ai-je dit en regardant la liasse restante. C'est mon solde de tout compte. Le paiement final pour 20 ans de service jamais rémunéré. Le lendemain, je suis allé dans un centre communautaire du quartier. Un endroit qui avait un programme d'art et de menuiserie pour les jeunes en difficulté. J'ai fait un don anonyme et généreux. Sur la ligne, objet du don, du reçu. J'ai demandé à la responsable d'écrire. En l'honneur des 15 ans de Simenaer. Puis je suis rentré chez moi. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Et je me suis préparé pour la tempête. Mais pour la première fois de ma vie. Je n'étais pas au milieu de l'orage. J'étais dans un endroit sûr. Un lieu que j'avais construit moi-même. Et pour la première fois, j'avais un parapluie. Le jour de la fête est arrivé. C'était un samedi ensoleillé et éclatant. Un de ces jours où le ciel de Mexico semble exagérément bleu. J'ai imaginé la messe à l'église du centre-ville. Les sourires forcés pour les photos. Les robes élégantes et les costumes de location. Moi, j'ai passé la matinée et l'après-midi dans mon atelier. Pas pour travailler. Mais pour me soigner. J'ai passé des heures à poncer à la main un vieux coffre en cèdre. Le mouvement régulier et répétitif du papier de verre sur le bois. C'était comme de la méditation. L'odeur qui s'en dégageait était apaisante. Je n'ai pas assisté à la messe. Ni au repas de famille. Mon absence serait la première note dissonante dans leur symphonie de faux-semblants. Un silence qui crierait plus fort que n'importe quel reproche. J'ai éteint mon téléphone pendant des heures. Je voulais leur laisser le temps. Le temps de s'habiller avec leurs plus beaux vêtements. Le temps d'arriver à la salle. Le temps d'accueillir leurs premiers invités. Je voulais qu'ils s'installent confortablement dans leur château de fantasmes. Avant de découvrir que les fondations étaient en sable. Et les murs en carton. Vers 20 heures. Pendant que je buvais une bière fraîche sur le porche de mon atelier. Écoutant les grillons. J'ai rallumé mon téléphone. C'était comme ouvrir une écluse sur un barrage prêt à exploser. Le flot a été instantané. Une avalanche de notifications a fait vibrer mon téléphone sans arrêt. D'abord, un message de Lorena, envoyé à 19h30. Un ton légèrement irrité. L'Isidro, on est déjà arrivé à la salle. Où sont les centres de table? On ne les trouve pas dans le local. Le chef de salle ne sait rien. Silence de ma part. Puis un autre message à 19h45. Le ton teinté d'inquiétude. Et l'arche? Ceux de l'entrée ne savent rien non plus. Elle devrait déjà être installée. Appelle-moi dès que tu vois ce message. Les photographes commencent à poser des questions. Ensuite, une série d'appels manqués de Ricardo. Et encore. Et encore. 10 appels en tout. À 20h15, le message de Lorena passe de la confusion à la panique. L'Isidro, pourquoi le personnel dit qu'il n'y a pas de mariachi prévu? Y a-t-il eu un problème avec le paiement? Réponds s'il te plaît. Les invités importants sont déjà là et commencent à poser des questions. J'ai souri intérieurement. Un sourire amer, sans joie. C'était la première fissure dans le mur de leur orgueil. À 20h40, la panique devient hystérie. Un message vocal de Lorena. Sa voix aiguë, presque un cri, déformé par la colère. L'Isidro, répond à ce putain de téléphone. C'est quoi ce bordel? Le repas, c'est des bouchées horribles. Y a pas de musique. Le bar libre, c'est de la merde. C'est un désastre. Tu as tout annulé?
Comment tu as pu nous faire ça? Tu nous humilies. Puis un message texte de ma tante Carmen. La reporter de terrain, à 21h. Profitant de chaque miette du scandale. Mon neveu, quelle honte. C'est le potin de l'année. Les gens râlent à voix basse. Ils disent que ça ressemble plus à un enterrement qu'à une fête de 15 ans. Lorena est pâle comme un linge. Et Ricardo a l'air de vouloir exploser. Tu sais quelque chose sur ce désastre? Allez, raconte. Je lisais les messages avec un calme presque clinique. Comme un médecin lisant un dossier. Je ne ressentais pas du plaisir. Pas exactement. C'était une sorte de validation sombre. La confirmation que mon diagnostic était juste. Je leur avais enlevé le costume de luxe et de grandeur. Et maintenant ils étaient forcés de se regarder dans le miroir de la réalité qu'ils avaient eux-mêmes créée. Une réalité vide et médiocre. À 21h15, un message de ma mère est arrivé. Rempli de culpabilité et de reproches. L'Isidro, pour l'amour de Dieu, répond. Ta sœur est effondrée. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais on ne fait pas ça à la famille. Tu dois arranger les choses. L'ironie, c'est que c'était moi qui devais arranger le désastre. Le désastre qu'ils avaient provoqué. Et puis, au milieu de cette avalanche de chaos et de reproches, est arrivé un message qui a arrêté mon cœur. Et fait taire tout le bruit. Il venait d'un numéro que je ne connaissais pas. Mais que j'ai reconnu tout de suite grâce à la photo de profil. L'une de ses amies de classe. C'était Simona. Ce n'était pas un long texte. C'était une image. La photo du petit porte-clés en cuir et en bois. Qu'elle m'avait offert? Posé dans la paume de sa main. Probablement prise en cachette. Peut-être depuis les toilettes de la salle. Sous la photo, une seule phrase. Tonton, peu importe ce qui se passe ce soir. Ça, c'est mon vrai souvenir de mes 15 ans. Je t'aime. Cette image, ces mots, étaient à la fois un baume et une lame. Ils m'ont soulagé de toute la culpabilité. Qui aurait pu essayer de s'installer en moi? Ils ont confirmé que ma décision, même dure, avait été la bonne. Je n'avais pas ruiné sa fête. Je m'étais sauvé moi-même de la cruauté de ses parents. Et elle, dans toute sa sagesse d'adolescente, avait compris. J'ai éteint l'écran. Je me suis appuyé dans ma chaise. Et j'ai regardé les étoiles. La musique lointaine de la ville était la seule symphonie dont j'avais besoin cette nuit-là. Le dimanche matin s'est levé sur une gueule de bois de silence. La tempête de messages et d'appels s'était calmée. Remplacée par un silence pesant et menaçant. J'ai imaginé la scène chez mes parents. Les visages fermés. Les tasses de café à moitié pleines. Les accusations non dites. Qui volaient dans le salon comme des chauves-souris. Ma mère, essayant désespérément de calmer tout le monde. Mon père, grognon. Et Lorena et Ricardo. Pleins de colère tenue. Cherchant un bouc émissaire pour leur propre fiasco. Et ce bouc émissaire, bien sûr. C'était moi. À midi, comme je m'y attendais. Lorena a essayé de contrôler les dégâts publiquement. Elle a publié une photo sur son profil Facebook. C'était une image floue. Mal éclairée. D'elle, Ricardo et Simona. Devant un mur vide de la salle, là où l'arche aurait dû être. Leur sourire était tendu. Presque douloureux. Simona, ma pauvre Simona. Regardait sur le côté, hors champ. Avec une expression vide. Le texte qui accompagnait la photo était un chef-d'œuvre de victimisation passive-agressive. Digne d'un manuel de psychologie. Une nuit inoubliable pour célébrer notre princesse Simona. Malgré les tentatives de certaines personnes pleines de jalousie. Pour gâcher un moment magique. L'amour de la vraie famille triomphe toujours et nous rend plus forts. Merci à ceux qui ont été présents. À ceux qui nous soutiennent et montrent leur loyauté sans condition. Les autres ne comptent pas. #famille réelle, #amour inconditionnel, #jalousien ne tue pas mais mortifie. J'ai lu le post et j'ai presque ri. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la découper à la scie. La publication a reçu à peine quelques likes. De ses amis proches. Et un commentaire de ma mère. Belle famille, cœur rouge, cœur rouge, cœur rouge.
Un commentaire aussi vide que la salle de fête la veille. C'était pathétique. Plus tard, Damien m'a appelé. Sa voix trahissait un plaisir mal dissimulé. C'était l'heure du rapport complet des dégâts. Avec tous les détails juteux. Que tante Carmen, notre correspondante de guerre, lui avait fourni. Cousin, c'était épique. A-t-il dit, et je pouvais entendre son sourire au téléphone. C'était pire que ce qu'on avait imaginé. Tante Carmen lui avait tout raconté. Dans les moindres détails. Les parrains importants. Les associés de l'entreprise de Ricardo étaient partis avant 22 heures. Apparemment. L'un d'eux a même dit à Ricardo: la prochaine fois, investis un peu plus dans tes invités. Ils sont partis en disant qu'ils avaient un engagement tôt le lendemain. Mensonge. Ils s'étaient simplement ennuyés à mourir. Dans un aquarium vide. Ricardo, le grand entrepreneur, a dû courir à une supérette. Acheter des bouteilles de tequila et des sacs de glace. Parce que les gens se plaignaient qu'il n'y avait que des sodas tièdes. On l'a vu porter les sacs lui-même. Et Lorena, oh Lorena. Tante Carmen l'a entendu hurler sur le chef de salle. Un pauvre homme qui suivait juste les instructions. Et lui, en bon professionnel, lui a simplement répondu avec calme. Madame, je suis désolé pour la confusion. Mais c'est exactement ce qui est inscrit dans votre contrat de service basique. Basique. Ce mot, elle doit maintenant l'avoir gravé dans le cerveau. L'humiliation a été totale. A conclu Damien, en riant franchement. Le scandale s'est propagé dans toute la famille comme une traînée de poudre. Et le plus intéressant, c'est que tout le monde ne te blâme pas. Beaucoup disent discrètement que Lorena a enfin reçu une leçon. Une bonne cuillère de sa propre arrogance. J'ai raccroché le téléphone en me sentant étrangement léger. Le plan élaboré de Lorena pour briller socialement s'était transformé en un toboggan vers le ridicule. Elle voulait que sa fête soit le sujet de conversation de son cercle. Elle l'a eu. Mais pas comme elle l'imaginait. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe glissée sous la porte de mon atelier. Sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait le reçu officiel de ma donation au centre communautaire. Avec le nom de Simona imprimé dessus. Je l'ai pris et je l'ai accroché sur mon panneau de liège. Juste à côté des croquis de mes futurs projets. Ce n'était pas un trophée de guerre. C'était un acte de fondation. La première pierre de ma nouvelle vie. Une vie où ma valeur ne serait plus déterminée par ce que je donnais aux autres, mais par le respect que je me portais à moi-même. Le château de ma sœur était en ruine. Mais mon atelier, mon sanctuaire, n'avait jamais semblé aussi solide et lumineux. Cette paix a duré exactement une semaine. Une semaine de silence béni. De travail tranquille. D'odeur de bois fraîchement coupé. Sans l'arrière-goût amer du ressentiment. Je savais que c'était une paix provisoire. Je savais qu'ils viendraient. Qu'ils auraient besoin d'un affrontement. D'une catharsis. D'une occasion pour décharger leur colère accumulée. Et reconstruire leur fragile récit de victimes. Ils sont arrivés un mardi après-midi. À l'heure où le soleil commence à caresser la poussière en suspension dans l'atelier. J'ai vu leur voiture, la berline de luxe. Que j'avais aidé Ricardo à obtenir à bon prix. S'arrêter devant l'entrée. J'ai ressenti une vieille anxiété me tordre le ventre. Un réflexe conditionné par des années de confrontations évitées. Mais c'était bref. Comme l'écho d'une cloche lointaine. Elle a été remplacée par une calme froide. Une clarté absolue. Ils entraient dans mon sanctuaire. Mon territoire. Et cette fois, c'est moi qui allais fixer les règles. Lorena est sortie la première de la voiture. En claquant la portière. Son langage corporel transpirait l'agression. Ricardo l'a suivi. Avec son air de petit chef. Et enfin, ma mère, Elvira, est descendue lentement. Avec la gravité de quelqu'un qui va à un enterrement. Son sac pressé contre sa poitrine. Comme un bouclier. Ils ont marché vers l'entrée de mon atelier. Comme un petit bataillon en mission. Ils n'ont pas salué. Tu dois être vraiment fier de toi. A craché Lorena. Les mains sur les hanches. Le visage fatigué. Mais rongé par une colère qui semblait l'avoir consumé.
Nous humilier comme ça. Faire ça à ta propre famille. Tu as fait pleurer ta nièce pendant des jours. Ricardo, fidèle perroquet de sa femme, a ajouté d'un ton bourru. Tu as toujours été un envieux. Un frustré. Comme tu ne supportais pas qu'on ait une fête de haut niveau. Tu as voulu nous tirer vers le bas dans ta médiocrité. J'ai posé le rabot que j'étais en train d'utiliser sur le banc en bois. Le bruit a été doux, mais bien marqué. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon, lentement, laissant leur poison s'évaporer dans l'air avant qu'ils ne m'atteignent. Je les ai regardés tous les trois. Un par un. Avec une lenteur qui les a rendus mal à l'aise. Mon regard s'est arrêté sur ma mère, qui observait la scène avec un air de désapprobation blessé. Comme si le problème était le volume de ma musique. Je n'ai humilié personne. Ai-je dit. Ma voix était plus grave, plus ferme qu'il ne l'avait prévu. Elle a résonné dans l'atelier, vaste et vide. Vous vous êtes humilié vous-même. Le jour où vous avez décidé que mon travail et mon argent étaient bons à prendre. Mais que ma personne ne l'était pas. Ce n'est pas vrai. A crié Lorena, la voix brisée. Tu as toujours fait partie de cette famille. On t'a toujours inclus. Un rire sec, sans joie, est sorti de ma bouche. Inclus? Vraiment, Lorena? Vous m'avez inclus quand vous avez organisé ce voyage à la plage pour mon 30e anniversaire. Et que j'ai découvert les photos sur Facebook? Vous m'avez inclus quand tu as emprunté mes outils les plus chers. Pour des travaux chez toi. Et que tu m'as dit qu'ils s'étaient perdus dans le chantier? J'ai fait un pas vers eux. Ils ont reculé instinctivement. Parlons d'inclusion. Lorena, qui t'a prêté 40 000 pesos pour l'apport de ta maison. Un prêt vieux de 5 ans. Dont tu n'as jamais parlé depuis. Ricardo, qui a passé 2 week-ends entiers à réparer le moteur de ta précieuse camionnette. Sans te faire payer un centime. Pour que tu puisses signer ce fameux contrat. Je me suis tourné vers ma mère. Qui avait les yeux pleins de larmes. Des larmes de reproche. Et toi, maman? Qui a payé discrètement tes médicaments pour la tension ces 3 dernières années? Chaque mois. Parce que la pension de papa ne suffit pas. Et que Lorena est toujours trop occupée pour aller à la pharmacie. Le silence qui a suivi était lourd. Épais comme du béton. Il passait de la colère à la surprise. Je venais de leur enlever le scénario. Le rôle de victime ne fonctionnait plus. Tout ce que je demandais en échange. Ai-je continué? La voix plus basse mais plus tranchante qu'un couteau affûté. C'était un siège à la table. Un minimum de respect. Un siège que vous avez décidé que je ne méritais pas. Parce que je ne collais pas à l'atmosphère que vous vouliez. Ma mère a enfin parlé. Sa voix tremblante a sorti sa dernière arme, la culpabilité. Mon fils, s'il te plaît. On est une famille. Les familles font des erreurs. Elles se pardonnent. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Sans cligner. Sans détourner le regard. Ou oublier un anniversaire. C'est une erreur, maman. Me traiter comme un distributeur automatique et un domestique pendant 20 ans. Ce n'est pas une erreur. C'est un comportement répétitif. Un choix. Et ton silence? Ta manie de toujours les excuser pour ne pas faire de vagues. C'est aussi un choix. Le pire de tous. Parce que toi, tu aurais dû être neutre. Elle a reculé d'un pas. Comme si je l'avais frappée. Elle n'a rien pu dire. Lorena, reprenant son arrogance comme une armure, a lâché un rire sec et cruel. Et quoi, tu voulais une médaille? Que l'on te vénère pour avoir fait ce qu'un frère et un fils sont censés faire? C'était ton devoir. Et là, la vérité est apparue. Crue. Sale. Nue. Pour elle, ce que je donnais n'était pas un cadeau. C'était une obligation. Un rôle qu'on m'avait attribué sans mon consentement. C'est à ce moment-là que j'ai su exactement ce que je devais dire. Je me suis redressé. Et je me suis senti plus grand que jamais. Le poids de toutes ces années de ressentiment est tombé de mes épaules. Et écoutez-moi bien, tous les trois. Ai-je dit? Et ma voix était une sentence, calme mais irrévocable. Parce que je ne vais pas le répéter. Mon silence a été le permis que je vous ai donné pendant 20 ans. Pour me traiter comme un outil.
Ma volonté d'aider a été la licence que vous avez utilisée. Pour m'exploiter sans conséquence. Mon envie de maintenir la paix. C'est le paillasson sur lequel vous avez essuyé vos chaussures. Chaque fois que ça vous arrangeait. Je me suis arrêté un instant. Vérifiant que j'avais bien toute leur attention. Je les ai regardés droit dans les yeux. Un par un. Et j'ai vu la panique tranquille grandir. Ils ne savaient pas comment répondre à ce nouvel Isidro. L'Isidro soumis. Celui qui baissait la tête pour éviter les conflits. N'était plus là. Ce soir, ce permis est expiré. Définitivement. La phrase est restée suspendue dans l'air. Vibrant d'une finalité totale. Ma mère a mis la main devant sa bouche. Étouffant un sanglot. Ricardo avait l'air confus. Comme si son cerveau ne comprenait pas cette désobéissance. Lorena me fixait avec de la haine pure. Comment tu peux dire ça, Isidro? Tu veux vraiment nous effacer de ta vie? A pleurniché ma mère. Vous voulez redevenir une famille. Très bien. Ai-je dit, avec un calme glacial qui m'a surpris moi-même. Voici mes conditions. C'est très simple. Je veux un virement bancaire. Pour les 40 000 pesos de la maison. Les 15 000 que j'estime avoir mis pour réparer le moteur. Les 3 années de médicaments. Et le montant complet du pack, diamant, de la fête. Quand je verrai l'argent sur mon compte? Alors et seulement alors. Je réfléchirai si j'ai envie de vous adresser de nouveau la parole. Lorena a éclaté de rire. Un rire d'incrédulité totale. T'es fou, complètement cinglé. Tu ne verras jamais un centime de notre part. Je le sais. Ai-je répondu. Et dans cette acceptation. Je venais de gagner ma liberté. Je me suis tourné. J'ai attrapé mon rabot. L'outil de mon métier. De ma vraie identité. Et vous? Vous ne recevrez plus une minute de mon temps. Plus une goutte de ma sueur. Plus un seul de mes efforts. Le bruit régulier du rabot glissant sur le bois. A été la seule réponse que je leur ai donnée. C'était le bruit d'un point final. Le bruit d'une porte en acier qui se referme à jamais. Ils sont restés là un moment. Silencieux. Vaincus. Pas par des cris. Mais par mon indifférence totale et inébranlable. Puis j'ai entendu leurs pas maladroits s'éloigner. Je ne les ai pas regardés partir. Je n'en avais pas besoin. J'étais trop occupé à construire ma nouvelle vie. Après leur départ, l'atelier ne m'a pas semblé vide. Il m'a semblé propre. C'était comme si leur départ avait emporté avec eux des décennies de poussière accumulée dans les coins. Des toiles d'araignée faites de culpabilité. Et d'obligations jamais dites. L'air lui-même semblait plus léger. Plus facile à respirer. La décision était prise. La porte était fermée. Et avec cela, une paix profonde et tranquille s'est installée en moi. Une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Peut-être même jamais. Dans les jours qui ont suivi, j'ai exécuté les dernières étapes de ma libération personnelle. Je suis allé dans les réglages de mon téléphone. Et, avec un doigt ferme, sans aucune hésitation, j'ai bloqué le numéro de Lorena. Puis celui de Ricardo. Le numéro de ma mère. Je ne l'ai pas bloqué. Mais j'ai coupé les notifications indéfiniment. Ce n'était pas de la haine. C'était de la protection personnelle. L'équivalent numérique de construire un mur haut et solide. Autour de ma propriété. Avec une seule porte. Et moi seul en ayant la clé. Les conséquences de la fête. Et de notre confrontation. Me sont parvenues par Damian. Mon fidèle chroniqueur. Et maintenant plus que jamais. Mon frère. La dette que Lorena et Ricardo avaient contractée. En essayant de sauver la face cette nuit-là. Combinée à l'humiliation publique, avait créé une énorme tension entre eux. Leur façade de couple parfait. Celle qu'ils entretenaient si soigneusement sur Facebook et Instagram. S'écroulait sous le poids des dettes. Et du ridicule. La famille élargie, m'a dit Damian, était divisée. Beaucoup. En apprenant toute l'histoire grâce à l'indiscrète mais précise tante Carmen. Avait pris mon parti. Ou du moins. S'était distancé de l'arrogance de ma sœur.
la voyant désormais comme la seule architecte de son propre désastre. Mais moi, je n'étais plus intéressé par leur drame. J'étais occupé avec le mien. Un drame beaucoup plus constructif. Et surtout gratifiant. J'ai commencé à dire oui à des choses que j'avais toujours repoussées. J'ai dit oui à Damien. Quand il m'a proposé un week-end de pêche à la lagune de Sampuala. Un truc que j'avais toujours voulu faire. Mais que je reportais à chaque fois. À cause d'une urgence familiale de dernière minute. On a passé 2 jours à parler peu. À pêcher encore moins. Et simplement à profiter du silence. Et de la présence de l'autre. Un type de communication que je comprenais. Et que j'appréciais profondément. J'ai dit oui à Fernando. Quand il m'a proposé de collaborer. À la conception et à la fabrication. Des nouveaux meubles pour la terrasse de sa salle de réception. Je veux que ça ait ton style, Isidro. M'a-t-il dit. Solide, honnête, avec du caractère. Travailler sur ce projet a été libérateur. Ça m'a permis de reprendre possession d'un espace. Qui avait été le théâtre de mon humiliation. Mais le plus important. C'est que j'ai dit oui à l'invitation. De rejoindre un collectif d'artisans locaux. Un groupe de passionnés comme moi. Des forgerons. Des potiers. Des tisserands. Et d'autres menuisiers. On se réunissait 1 fois par semaine. Pas pour se plaindre de nos familles. Mais pour parler de technique. De type de bois. De nouveaux designs. Et du défi que représente un assemblage compliqué. Ils parlaient de leur travail avec un enthousiasme sincère. Avec un respect profond. Que je n'avais jamais reçu. De ma propre famille. Mon atelier a cessé d'être un simple lieu de travail. Ou un refuge solitaire. Il est devenu un lieu de rencontre. Le samedi après-midi. Damien, Fernando. Et quelques autres artisans venaient. On sortait des chaises en bois que j'avais fabriquées. On mettait de la musique. On ouvrait quelques bières fraîches. Et on parlait de la vie. Des projets. Des rêves. Dans ces conversations. Je ne me sentais pas comme un dépanneur. Ni comme un distributeur automatique. Je me sentais Isidro. Un ami. Un collègue. Un égal. Il me voyait pour ce que j'étais. Pour ce que je créais. Pas pour ce qu'il pouvait tirer de moi. Un après-midi, pendant que j'étais assis sur mon porche avec Damien. On regardait le coucher de soleil peindre le ciel. Avec des teintes orange et violettes très intenses. J'ai publié une photo sur mon réseau social. La première depuis longtemps. C'était une photo de nos 2 bouteilles de bière. Avec l'atelier en arrière-plan, flouté. Baigné dans cette lumière dorée. La légende était simple. Mais elle portait tout le poids de mon parcours. Parfois, la famille qu'on choisit. C'est celle qui t'aide à poncer les aspérités. Pas celle qui les crée. Je ne m'attendais à rien. Mais la réponse a été immense. J'ai reçu des likes et des commentaires. De gens que je n'avais pas vus depuis des années. Des autres artisans. Et même de quelques cousins éloignés. Qui étaient restés silencieux jusque-là. Ils m'ont envoyé des messages de soutien. Le message était clair. Je n'étais pas seul. Je ne l'avais jamais été. J'avais juste frappé à la mauvaise porte pendant 40 ans. J'avais passé tant de temps. À essayer de tenir ensemble une famille. Qui tombait en morceaux à cause de sa propre toxicité. Que je ne m'étais pas rendu compte. Qu'une autre tribu m'attendait déjà. Une tribu construite sur des bases solides. Le respect mutuel. Et l'affection sincère. Les mois ont passé. 6 peut-être. Ou 7. L'automne a laissé place à un hiver doux et sec. L'écho de mon ancienne vie. S'est estompé peu à peu. Comme le bruit d'un train qui s'éloigne au loin. Il a été remplacé par une routine paisible. Et pleine de sens. Le travail à l'atelier. Les réunions avec les artisans. Les escapades de week-end avec Damien. La douleur vive de la trahison. Était devenue une cicatrice. De celles qui ne font plus mal au toucher. Mais dont la texture te rappelle la leçon. Une blessure qui t'a rendu plus fort. Un soir, alors que je nettoyais et rangeais mes outils avant de fermer l'atelier.
Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Mon premier réflexe, hérité de ma paix récente, a été de l'ignorer. De penser que c'était une erreur ou de la pub. Mais quelque chose, une intuition étrange, m'a poussé à l'ouvrir. Le message était court, mais chaque mot m'a frappé comme un marteau. Pas pour me détruire, mais pour ébranler les fondations de ma nouvelle vie. Tonton, c'est Simona. J'ai pris le téléphone d'une amie. Mon cœur a fait un bond. Ma bouche s'est asséchée. J'ai lu et relu son nom. Juste pour être sûr que c'était bien réel. Je sais que mes parents se sont très mal comportés avec toi. J'ai tout entendu. J'ai mis de côté un peu d'argent. De mes dimanches et de ce qu'on me donne pour l'école. Ce n'est pas grand-chose. Mais je veux commencer à te payer pour l'arche magnifique que tu as faite pour moi. C'était le plus beau cadeau. Même si je ne l'ai pas eu à ma fête. Chaque mot était une preuve de son cœur pur. Une île de bonté au milieu de l'océan toxique de sa famille. Il n'y avait aucune trace de manipulation. Ni l'arrogance de sa mère. Ni la froideur de son père. Juste elle. Ma Simona. Me tendant son petit trésor. Pour réparer une blessure qu'elle n'avait pas causée. Et puis est arrivée la phrase finale. Celle qui a tout changé. Est-ce que je peux venir te voir? Tu me manques. Je suis resté là, à regarder l'écran. Les lettres brillantes dans la pénombre de mon atelier. J'ai lu ce message 1 fois. 2 fois. 10 fois. Le porte-clés qu'elle m'avait offert était suspendu à un clou. À côté de mon tableau de croquis. Je l'ai regardé. Ce petit marteau en bois. Symbole de mon métier. Un cadeau d'amour pur. Je me suis assis sur mon vieux banc de travail. Le même où j'avais pris la décision de rompre les liens. Le téléphone me semblait soudain très lourd dans ma main. La colère contre ma sœur et mon beau-frère s'était dissipée depuis longtemps, ne laissant qu'une indifférence protectrice. Mais l'amour pour Simona, lui, était toujours là. Rangé dans un coin protégé de mon cœur. Un coin qui, à cet instant, était redevenu vivant. J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai commencé à taper ma réponse. Ma chérie, tu n'as rien à me payer. L'arche était ton cadeau. Et personne ne peut te l'enlever. Pas même une fête ratée. Bien sûr que tu peux venir me voir. Ici, tu auras toujours une place. Un banc pour t'asseoir. Et du bois à sculpter. Je t'attends quand tu veux. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Et au moment où le message est parti, j'ai senti quelque chose se refermer doucement en moi. Pas une porte. Mais une blessure. Une plaie lente, cicatricielle, qui venait enfin de se refermer pour de bon. Quelques jours plus tard. Un samedi ensoleillé. On a frappé à la porte de mon atelier. J'ai ouvert. Et là, elle était. Simona. En jean et t-shirt. Un sac à dos sur l'épaule. Et le même sourire qu'elle avait à 5 ans. Quand elle venait me regarder travailler le bois. Elle s'est jetée dans mes bras. Et j'ai su, à cet instant précis, que tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'avais reconstruit, en valait chaque seconde. Dans ce câlin, il y avait le pardon, la reconnaissance, et surtout, l'amour. Un amour réel. Sans condition. Sans exigence. Sans calcul. Juste un oncle. Et sa nièce. Se retrouvant dans un endroit sain. Bâti avec des planches de bois. De la patience. Et des années de douleur transformées en force. Et dans cet atelier. À ce moment précis. Je n'étais plus seul. J'étais chez moi. Et j'étais entier.